une autre question, et là nous changeons tout à fait de sujet. Nous l'avons appris bien dans le courant de la nuit. Dans une résolution votée au Parlement européen, le Parlement invite les autorités marocaines, et là je cite le communiqué, à libérer tous les prisonniers politiques et syndicaux et à respecter les conventions internationales sur les droits de l'homme. Qu'en pensez-vous, Majesté? Je pense tout simplement que chaque régime dispose des lois et règlements nécessaires à sa pérennité. Notre régime, comme tous les autres, a décidé de mettre à l'abri ses institutions, légalement et démocratiquement et historiquement choisies par le peuple marocain. Pour moi, il n'y a pas de délit politique. Le seul délit politique, c'est lorsqu'on prétend que le Sahara n'est pas marocain. Que les non-marocains puissent le prétendre, de bonne ou de mauvaise foi, ceci m'est complètement égal. Mais allez demander aux Français de la Première Guerre mondiale s'ils pensaient que l'Alsace-Lorraine n'était pas française. Eh bien, c'est la même chose. Je suis là pour défendre l'intégrité territoriale de mon pays. C'est pour cela qu'il y a cette allégeance de la part de mon peuple à mon égard et qu'il y a cette obligation d'un contrat politico-social entre moi et mon peuple, à savoir que je dois défendre les institutions à la tête desquelles se trouve l'intégrité territoriale. Alors à partir du moment où un Marocain me dit que le Sahara n'est pas marocain, il va en prison? Comment? Il va en prison pour ça? Ah, naturellement. C'est un délit d'opinion ou... Ah non. Vous pouvez accepter en France qu'en 68, un Allemand, Cohn-Bendit, traîne le drapeau français sur les Champs-Élysées par terre, suivi en cela par des centaines de milliers d'étudiants. Si les Français l'acceptent, c'est leur affaire. Mais moi, je n'admettrai jamais qu'un étranger, en plus, vienne traîner le drapeau marocain dans une manifestation. Et même si un Marocain le faisait, je considérais qu'il est passible de prison. Bien. Majesté, une autre question. C'est à prendre ou à laisser. Bien, je crois. Majesté, une autre question concernant l'actualité aussi. Oui, Majesté, nous avons appris à Paris cette semaine que la famille Oufkir serait autorisée à émigrer au Canada. Est-ce exact? Et que pensez-vous de cette information et de cette éventuelle décision? Quand on m'a dit qu'on allait me poser la question sur cette affaire, je considère comme un fait divers. Mon commentaire a été que la question n'est pas embarrassante pour moi, elle le serait plutôt pour les Français. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une excellente coopération, basée naturellement fondée sur une amitié très solide et une estime réciproque entre mon regretté père, Sa Majesté Mohamed V, que Dieu ait son âme, et le général de Gaulle, que Dieu ait son âme. Et le début de mon règne était parti sur ce substratum d'histoire récente et ancienne où le sang marocain et le sang français s'étaient mêlés pour la libération du monde. Et voilà que cette amitié, cette sérénité entre la France et le Maroc se dégrade pour arriver à la rupture du temps du général de Gaulle, parce que je n'avais pas voulu remettre Oufkir entre les mains de la justice française. On l'a donc condamné par contumace, la presse s'est déchaînée contre lui, on ne l'a plus appelé que tueur, expéditeur d'hommes dans l'au-delà. En France, à ce moment-là? En France, et à ce moment-là, c'était les gaullistes qui étaient au gouvernement, et parmi les gaullistes, il y avait les barons, particulièrement. C'est pour ça que cette question n'est pas embarrassante pour moi. Elle est embarrassante pour la majorité actuellement en France. Pourquoi, au bout de 15 ans, vouloir refaire remonter cette affaire à la surface, alors que, ma foi, ce que nous avons à faire avec la famille du défunt est une affaire qui concerne un souverain et une famille qui fait partie de ces sujets. Je pense que nous l'avons, et nous allons la régler de la façon la plus normale et la plus conforme à ce que nous considérons comme étant notre morale. Est-ce que vous allez recevoir Mme Oufkir comme elle l'a demandé? C'est-à-dire que, après cette réponse, je ferme la parenthèse. D'après ce qu'il m'a été dit, elle se refuse de quitter le territoire, le royaume, tant que je ne leur ai pas accordé une audience.
Mais, Majesté, la famille de M. Oufkir a été mise au secret pendant tout ce temps. Est-ce que ça, c'est une période qui est révolue et on termine sur ce sujet? On termine toute l'interview sur ce sujet? Non, Quelle belle conclusion. non, on terminera avec une autre question de Pierre Serra, mais là, sur ce sujet-là, sur le sujet Oufkir. En ce qui me concerne, j'ai terminé. Bien, Pierre? Majesté, je voudrais vous dire, on a parlé au départ de la guerre du Golfe, on va y revenir. On a l'impression que cette guerre qui a été entreprise par l'Irak et que l'Iran ne veut pas finir n'a pas de solution. On l'a dit tout à l'heure, il y a 3 guerres. Il y a la guerre immédiate entre deux pays voisins, et la guerre qui a débordé sur le Golfe, et puis il y a la guerre séculaire entre les Perses et les Arabes. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Est-ce qu'il y a une solution? Parce que ça menace tout le monde, et les Arabes en particulier. Écoutez, je ne vois pas de solution tant que les grandes puissances adoptent une attitude verbale et publique et font le contraire sous Tant qu'on fournit, on soumet des armes aux belligérants. Et en plus de cela, j'ai entendu plusieurs fois, dans les grandes capitales, nous ne voulons pas que l'Iran gagne, mais nous ne voulons pas non plus que l'Iran perde, que l'Irak perde. Voilà l'axiome de l'actualité, tout au moins chez les Occidentaux. Et chez les Arabes? Comment? Et chez les Arabes? Alors chez les Arabes, comme vous le savez, je n'ai pas à vous expliquer la situation. Nous allons à Amman, un conseil extraordinaire des chefs d'État arabes, et nous allons nous trouver confrontés devant deux choix. Faudra-t-il commencer par les problèmes arabo-arabes ou commencer par les problèmes arabo-iraniens? Ils sont aussi insolubles les uns que les autres, moi je crois. Dans l'état actuel des choses, j'ai l'impression que les contradictions sont arrivées à un tel stade d'exacerbation que tout ce qu'on peut souhaiter, à mon avis, et je suis optimiste, c'est qu'il n'y ait pas d'escalade et qu'on puisse revenir au dialogue dans la grande famille musulmane plutôt que de la laisser dans la petite famille arabe. Majesté, je vais vous remercier. Nous terminerons sur ce vœu d'espoir. Merci de nous avoir reçus. Bonne chance pour la conférence d'Amman. Merci beaucoup et à bientôt.